revenir sur ce qui a été dit, sur les chiffres, les nombres de quartiers, les milliards, les investissements, ce que ça a donné. On va peut-être essayer d'attaquer tout de suite sur le bilan que chacun, dans vos fonctions respectives ou fonctions précédentes, vous faites de ces 20 ans de renouvellement urbain, s'agissant en particulier de l'amélioration du cadre de vie, puisqu'on a vu que c'était quand même ça la mission à la base première de l'ANRU, avec tout un tas de déclinaisons évidemment derrière. Sachant aussi que ça a été dit, il y a eu des limites au programme, il y a eu des difficultés, il y a des choses qui ont très bien réussi, d'autres peut-être un peu moins. Donc voir aussi avec vous quelles sont les voies que vous avez repérées comme étant les clés peut-être d'une réussite d'un renouvellement urbain heureux et qui en plus permet peut-être de réfléchir à ce que devraient être les quartiers de demain. On va commencer avec vous, Valérie Létard. Vous êtes ancienne ministre, ancienne sénatrice du Nord, conseillère départementale du Nord aujourd'hui, entre autres mandats locaux que vous avez pu exercer, notamment sur le territoire de Valenciennes Métropole. Quel bilan vous tirez de ces 20 ans et surtout, qu'est-ce que vous avez identifié comme étant vraiment les facteurs, voilà, ce sur quoi il fallait agir et ce qui a fait que sur votre territoire, ça a fonctionné? Bien, bonjour à toutes et à tous. Et évidemment, au moment où on fête les 20 ans de l'ANRU, rappeler quand même le choc, en tout cas, qu'a constitué au travers de la loi de 2003 et de l'initiative voulue par Jean-Louis Borloo, un changement complet de braquet, une volonté à un moment donné de mettre le paquet sur des territoires qui étaient en plein décrochage et pour lesquels, après avoir essayé toute forme de solution préalable, la politique de la ville était engagée, mais elle n'était pas du tout à la hauteur des besoins en ce qui concerne la réflexion sur la transformation tout simplement urbaine de ces quartiers au bénéfice des populations. Et c'est vrai qu'avec cette initiative et cette révolution, parce qu'il est en fait la grande avancée que Jean-Louis Borloo a proposée, c'est juste de sortir des sentiers battus, des cadres habituels et de repenser complètement le modèle. Et personne ne s'était engagé et risqué dans cette voie. Dire on concentre à ce point les moyens, on met le paquet de cette façon, ça a été essentiel. Essentiel de se projeter dans la durée. Parce que s'il y a bien quelque chose qui a fait son effet, c'est le caractère pluriannuel de cette volonté d'aller sur des territoires dont chacun s'accordait à dire qu'on ne trouvait pas la solution. Cette approche globale, cette approche forte qu'il a voulu, ça a été le déclencheur. On a eu une première génération de programmes de rénovation urbaine qui a permis en tout cas d'engager fortement la dynamique, d'essuyer les plâtres, mais qui a trouvé en fait ses limites dans bien une réflexion sur le peuplement qui se bornait quand même fortement au quartier. On avait du mal, on était plutôt sur des opérations de tiroirs, on était en train d'essayer de trouver les marques, on avait du mal à être dans l'équilibre des propositions et des fonctions. En fait, on commençait à enclencher quelque chose qui avait besoin de trouver son second souffle. Mais en tout cas, ça a été un premier choc, un premier impact. Il a fallu cela pour commencer à réfléchir ensuite au travers de nouveaux outils, au travers de la deuxième génération, qui a été le NPNRU, qui est enclenché maintenant, tirer un peu les leçons de cette première étape, avec un outil aussi qui a été développé dans l'interstice, qui sont les PNRQAD, les programmes nationaux de requalification des quartiers anciens dégradés, dont il faut s'inspirer aussi pour la suite, il me semble, parce que tout à l'heure, on entendait dans les différents discours qu'il allait falloir aussi s'inquiéter peut-être de nouvelles formes urbaines, de nouveaux espaces, réfléchir à sur quoi intervenir, où intervenir. On parlait de l'habitat ancien dégradé. Dans les cœurs de ville, on a des poches de pauvreté, des poches d'habitants anciens dégradés. Le PNRQAD nous a appris aussi des nouvelles pratiques, des nouvelles formes d'intervention plus complexes dans la dentelle, sur lesquelles il va falloir aussi, en tout cas, réfléchir. Et puis sur le NPNRU, sur le nouveau programme de requalification urbaine, ce qu'on peut dire, et ce qui a été aussi une évolution, c'est qu'on a regardé tout cela avec un œil beaucoup plus global. On n'était plus seulement sur le hard, on a essayé aussi, même si je sais bien qu'il y a toujours la dichotomie
humain, urbain, la logique effectivement de la rénovation urbaine, est-ce qu'il faut effectivement regarder aussi du côté de l'accompagnement des populations et de l'humain. Mais en tout cas, dans ce que moi j'ai vu et dans ce que j'ai pratiqué sur mon territoire et de ce que je connais du territoire sur lequel je suis beaucoup intervenue, cette évolution, elle est réelle dans le NPNRU. L'approche s'est complètement transformée. La réflexion sur le peuplement, la mixité a trouvé toute sa place parce que peut-être aussi historiquement, et Jean-Louis Borloo l'avait voulu comme ça, nous sommes dans un territoire où il y a eu une vraie volonté d'agir à l'échelle intercommunale pour renforcer en fait une capacité d'ingénierie, une puissance de feu plus forte peut-être, qui a permis d'accompagner des territoires dont le dimensionnement peut être très différent de ce qu'on peut connaître dans des territoires d'Île-de-France, dans les banlieues franciliennes où effectivement les enjeux sont plus massifs. Moi, j'ai pu en tout cas constater que le rôle d'une intercommunalité dans un territoire qui est issu de la crise industrielle, où on a un habitat minier, ouvrier, où on a des collectivités de taille moyenne, et bien là, typiquement, dans le cadre de programmes de rénovation urbaine, travaillés à l'échelle communautaire depuis les années 2006-2007, eh bien, on avait réussi à atteindre des résultats en termes de réflexion globale qui sortent du quartier ou de la ville, sur le peuplement, sur la stratégie de reconstitution de l'offre, sur les produits qu'on a réussi à développer, sur vraiment des stratégies de quartier intégrées et qui permettaient aussi de traiter la question de l'humain et du peuplement à une échelle plus large. Eh bien, on arrive aujourd'hui à des résultats qui sont de grande qualité, puisqu'on arrive aujourd'hui à tout simplement, par exemple, à reloger 88% par exemple des ménages prioritaires hors QPV. Et dans le cadre du travail, du peuplement et du relogement des ménages, on a réussi à avoir une offre effectivement très diversifiée de produits qui vont de l'accession effectivement au logement le plus social, mais on a réussi aussi à reloger des familles avec le concours de toutes les communes de l'agglo. Chaque commune a pris sa part dans le cadre d'un PLH qui a été construit dans la durée avec eux, dans le cadre de commissions intercommunales d'attribution, où chaque commune a pris sa part du relogement des ménages, et sans pour autant les tirer vers le bas et les reloger dans des quartiers ou dans des immeubles dégradés, où la sociologie était une sociologie complexe, parce qu'on a défini des quotas qualitatifs. Une personne, une famille n'est pas relogée, on ne reloge pas une famille dans un immeuble dont l'équilibre de peuplement était déjà déséquilibré, ou dans un quartier où le peuplement était déséquilibré. Ce travail dans la durée, il a porté ses fruits. La qualité de l'intervention, aussi dans le cadre du PNRU, dans le cadre du travail qui a été engagé, on agit beaucoup plus sur les espaces publics, beaucoup plus sur la qualité des espaces publics, sur les enjeux environnementaux. On agit beaucoup plus sur tout ce qui touche à l'économie, à la culture. En fait, toutes les données du développement d'un quartier ont pu être prises en compte, et on voit qu'au fil du temps, la qualité aussi des équipes, je pense que c'est aussi un élément hyper important de ce que l'ANRU a amené. C'est une culture de la rénovation urbaine, une culture de cette approche globale et de nouveaux enjeux qui s'est développée petit à petit avec l'exigence de la rénovation urbaine, l'exigence des cadres, mais aussi l'intelligence de laisser à chaque territoire la capacité à adapter le projet au plus près du terrain. Mais en tout cas, pour ma part, même si on a eu des hauts et des bas dans la politique de rénovation urbaine et dans les intentions politiques nationales, une chose est certaine, l'ANRU a changé les pratiques, et ça a été dit tout à l'heure, ce qui se passe dans les quartiers ANRU déteint sur le reste du territoire local ou intercommunal, parce qu'on bouscule les pratiques, on bouscule les façons de faire, et c'est ancré dans des territoires qui sont historiquement investis dans ces politiques-là. On a transformé le regard et on a transformé les pratiques, et ça continue, et il faut continuer sur de nouveaux objets.
Merci beaucoup. Nicolas Binet, vous êtes géographe et urbaniste. Vous, c'est sur le territoire marseillais que vous avez pu voir l'action du renouvellement urbain. Vous avez dirigé le GIP MRU Marseille Rénovation Urbaine de 2009 jusqu'à 2020, au moment où il est passé dans la collectivité. Vous avez donc été en charge de porter le premier programme de renouvellement urbain sur 14 sites dans la ville et travailler à la mise en œuvre du second programme qui venait viser à rectifier. Est-ce que vous faites le même bilan que celui que vient de tirer Valérie Létard ? Avec moins de talent, mais bien sûr, il s'en rapproche. Mon regard est celui du praticien, de la maîtrise d'ouvrage, de projets urbains, et avec la pincée de recul que me donne le fait de n'être plus en charge opérationnelle des projets. Je vous propose de mettre en évidence trois points qui rentrent tous sous le thème de la reconnexion. Ce qui m'a frappé peut-être, c'est la reconnexion à la ville, c'est-à-dire faire rentrer la ville dans les quartiers, faire rentrer les quartiers dans la ville, plus prosaïquement compléter la trame viaire, faire des rues. Et faire en sorte que les grands quartiers HLM ne soient plus des isolats qui parfois avaient été délibérément conçus comme tels, comme un monde singulier, parfait forcément, et qui suffisait à lui-même. Donc le renouvellement urbain a permis de compléter, de reconnecter les accès et les transports collectifs, bien entendu. Fondamentalement indispensable pour assurer des mobilités sociales, des mobilités vers l'emploi. Donc ça, c'est la première des reconnexions, toute physique et bien dans l'esprit de cette table ronde que vous évoquez. La deuxième reconnexion, plus institutionnelle, c'est le fait, pour moi, de remettre tout le monde au boulot. Tout le monde au boulot, c'est-à-dire sortir de cette singularité des quartiers où souvent, comme au départ, il y avait un bailleur social qui a fabriqué il y a 40 ans, mais qui continue à gérer les réseaux, les voiries, les espaces publics, voire les équipements publics. Le renouvellement urbain a permis de reconnecter avec le droit commun de la ville. C'est-à-dire, chacun fait son job, les bailleurs sont là pour construire, requalifier, transformer, gérer des habitations et leur évolution au jour le jour. Les collectivités qui parfois avaient un tout petit peu détourné le regard en disant finalement c'est pas si mal que le bailleur fasse tout, et puis il le fait si bien. Et les collectivités reprennent des voiries dans le cadre d'un redécoupage foncier. Les collectivités déploient, entretiennent des réseaux, des espaces publics bien entendu, et des équipements publics. Un certain nombre d'entre eux avaient été faits par les bailleurs et parfois continuaient à être la propriété d'un bailleur, totale anomalie. Donc c'est un peu la deuxième reconnexion, ce retour au droit commun. La situation ante ayant aussi son pesant d'iniquité sociale, puisque les occupants, je dirais, payaient deux fois. Ils payaient parce que du temps où il y avait une fiscalité locale, ils payaient des tâches de gestion quotidienne avec leur impôt et puis avec leurs charges de locataires, même si ce n'était pas directement imputé, mais c'est une charge qui pesait sur leur logeur. Voilà, ça c'est peut-être la deuxième reconnexion, trop souvent minorée, mais qui consiste à remettre tous les protagonistes, tous les acteurs au travail. La troisième, c'est une reconnexion avec une réouverture des choix pour les occupants. Ce qu'on a pu mener, c'est d'assouplir les processus d'assignation à résidence et de faire en sorte que soit reposée la question est-ce que je veux rester dans un quartier qui n'est plus stigmatisant ou qui l'est moins, à une adresse qui n'est plus une adresse de relégation,
dans des logements qui sont enviables, attractifs et remis sur un marché locatif digne et désirable. C'est une forme de reconnexion. La reconnexion aussi, donc le choix de rester, le choix de bouger avec un accompagnement. Alors quand on parle de choix de bouger en 2024, dans un moment où plutôt caractérisé par une très grande immobilité, ça peut sembler paradoxal, mais nous l'avons vu ces 20 dernières années, recréer une possibilité de mouvement et sortir un tantinet de l'assignation à résidence. Le dernier point, et Madame Létard le soulignait, on n'est plus tout à fait dans la reconnexion, mais on est dans l'émergence professionnelle, la consolidation de métiers nouveaux et leur contagion. C'est-à-dire que l'ANRU, le renouvellement urbain, c'est aussi une génération de chefs de projet qui ont appris, compris comment on gérait la complexité et l'interdisciplinarité et comment on parlait de tuyauterie, de béton, d'équipement, de déplacement, de vie quotidienne et de réflexion à 20 ans. Donc cette évolution, là encore, peut-être un peu pompeusement, mais on serait tenté de dire il y a un avant et un après ANRU, elle est évidemment contagieuse, c'est-à-dire que ces compétences, elles ont essaimé et se sont développées au cœur des collectivités dans des capacités, des compétences de management de projet. Voilà, une petite panoplie d'opérateurs. Merci. Magali Folkwein, vous êtes architecte, vous présidez l'agence De Villers et Associés qui participe ou a participé sur le premier programme à bon nombre de projets. Vous faites aussi ce constat que finalement c'est remettre des quartiers dans le droit commun et qu'il y avait des fonctionnements qui imposaient le fait qu'on n'intervenait pas comme architecte sur un quartier en rue comme on pouvait peut-être faire une opération sur d'autres quartiers. Oui, alors c'est vrai que quand on réfléchit à cette question du cadre de vie et du bilan de ces dernières années, en tant qu'architecte urbaniste paysagiste, on a eu la chance d'accompagner effectivement cette politique de la ville depuis 30 ans, hein, avant même l'ANRU 1 et l'ANRU 2, et de travailler dans des situations extrêmement différentes. Moi, ce que je retiens des programmes ANRU, c'est qu'en fait, il n'y en a pas un qui est pareil à l'autre. C'est-à-dire, on peut travailler sur la cité du 12-14 à Lens, on peut travailler sur 500 hectares des quartiers nord à Marseille ou à Bordeaux, Nantes ou Lille. On est dans des situations extrêmement différentes, tant en termes de peuplement que de typologie et que d'enjeux auxquels on doit répondre. Donc on ne peut pas faire l'économie du projet et ça c'est chouette. Du coup, si on nous demande un peu de faire un bilan en matière de cadre de vie, moi j'ai quand même envie de dire une chose sur ces 20 ans, c'est que d'abord il faut une posture d'humilité. Faire la ville, ça prend du temps. Et c'est vrai que si on regarde le moindre mètre carré d'espace public dans nos centres anciens, ils ont bénéficié de tant de soins au fil des décennies et des siècles que finalement, passer seulement 20 ans sur des quartiers de nouvelle génération, de première génération, c'est pas tant que ça. Et ces 20 ans-là, c'est presque un minimum et on espère que ça va continuer. Et puis, ce que j'ai envie de dire, un peu comme ce que vous avez dit tout à l'heure, que j'ai moi vécu dans ma pratique, puisque je représente du coup les architectes urbanistes, les maîtres d'œuvre à cette table, c'est que finalement, ce qui était vraiment incroyable pour nous de travailler au quotidien sur des quartiers politiques de la ville, c'est que, puisque le but de l'ANRU, c'est de sortir de l'ANRU, hein, on se dit, tiens, on a un programme ANRU, c'est quoi le but ? Ne plus être un programme ANRU. Du coup, on s'est posé la question, au fond, si on n'est plus de l'ANRU, ça veut dire qu'on est de la ville ordinaire. Et du coup, on s'est dit, c'est quoi la ville ordinaire ? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, la manière dont les programmes ANRU nous ont permis de réfléchir à la ville ordinaire et ensuite à la ville ordinaire du XXIe siècle et ainsi de nourrir notre pratique d'architecte urbaniste paysagiste ailleurs. Et donc, on a été précurseurs. On a évidemment été précurseurs sur la ville solidaire. C'est quand même les quartiers qui ont fait d'abord l'objet de grands projets de transport en commun. On l'a vu dans l'enquête tout à l'heure. C'est ceux qui sont
Enfin, moi, je sais pas, en ce moment, on doit avoir une dizaine de projets en rue en cours. Tous ceux qui bénéficient déjà d'un métro, d'un tramway, voilà, c'est des quartiers qui sont mieux connectés que d'autres. C'est aussi la ville ordinaire, ça nous a permis de penser avant les autres quartiers, la ville des enfants. Je veux dire, l'éducation nationale nous dit à partir de 8 ans, un enfant il a le droit de rentrer chez lui tout seul. On va dans un quartier en rue, quand on a essentiellement des familles monoparentales, on sait qu'il n'y a pas la nounou qui va venir les chercher à 8 ans, les enfants. Donc, on commence, le cadre de vie, ça commence à réfléchir comment est-ce qu'on se déplace dans un quartier quand on est un enfant. Et donc, la prévention situationnelle, 2007, les ESSP, et ben voilà, on s'est mis en tant qu'urbaniste à réfléchir différemment à l'espace public, à la manière dont on le dessinait, grâce à ces sujets-là. On était précurseurs aussi sur la culture dans la ville. Je veux dire, à un moment donné, les programmes qu'on a accompagnés avec Royal Deluxe à Nantes, c'est aussi ce dont on s'inspire ailleurs. Et puis, pour rebondir sur ce que Franck disait tout à l'heure sur effectivement les thématiques d'atténuation et d'adaptation, pour moi, dans les programmes en rue, on a aussi été précurseurs et sur l'atténuation et sur l'adaptation. Sur l'atténuation, évidemment, un tiers du poids carbone de n'importe quel quartier en ville, c'est la mobilité. Bon, alors bien sûr, il y a la rénovation énergétique, on en a parlé, vous allez en parler, c'est un sujet sur lequel on a été précurseurs, mais aussi sur la mobilité et sur l'adaptation. Ce qui est incroyable, on parle de bâti, on parle beaucoup de bâti, mais bon, ces quartiers, ils ont 50 ans, 60 ans, il y a un patrimoine arboré incroyable, et donc la question de l'arbre, avant de faire 1 million d'arbres à Bordeaux, cet accord-cadre dont on est titulaire et tout un tas d'autres sujets, le plan canopé, l'inverseur local de climat, avant de faire ça, on avait un partenariat avec l'INRAE à Clermont pour penser la migration assistée des essences et le maintien du patrimoine arboré. Alors que maintenant, on va penser la question du cycle de l'eau en adaptation dans n'importe quel nouveau quartier, c'est d'abord dans les quartiers en rue qu'on réfléchit à cette question en ce moment de la réutilisation des eaux grises pour avoir des dispositifs de rafraîchissement en été pour ces populations qui sont assignées à résidence. Donc pour moi, je dirais que le bilan de ces 20 ans-là, ça a été le laboratoire de la ville ordinaire du XXIe siècle qu'on a été amené à réfléchir tous ensemble, et donc c'est un bilan très positif. Merci beaucoup. Renaud Epstein, vous êtes sociologue spécialiste de la politique de la ville et des grands ensembles en particulier. Je pense que ça n'aura échappé à personne dans l'assistance. On a vu que parfois vous étiez d'accord et parfois pas. Vous dressez peut-être un bilan un peu plus nuancé peut-être que ce qui vient d'être dit, même si vous reconnaissez que l'ANRU, c'est quand même d'abord un réinvestissement massif dans des quartiers qui étaient délaissés depuis longtemps. Oui, c'est toujours évidemment compliqué de faire un bilan, parce qu'a priori, quand on fait un bilan à caractère évaluatif, c'est en repartant des objectifs initiaux. Or, les objectifs du PNRU, de la rénovation urbaine, ils ont été définis au début des années 2000, voire à la fin des années 90, avec le renouvellement urbain qui avait été lancé par Bartolone, sur la base d'un diagnostic qui remontait très largement au début lui-même des années 90. Or, la situation de plein de points de vue a changé, mais quand même, souvenons-nous de ce qu'étaient les grands quartiers d'habitat social au début des années 90, c'est-à-dire des quartiers qui avaient été abandonnés. Abandonnés par la puissance publique, abandonnés par l'État qui les avait construits, abandonnés par les collectivités locales, hein, les maires, abandonnés par les HLM, qui n'y étaient pas, qui n'étaient pas présents, qui touchaient les loyers, et c'est tout. De ce point de vue-là, il faut quand même toujours rappeler ça, et quelles que soient les critiques qu'on peut formuler, et que j'ai pu moi formuler sur le PNRU, ça a organisé un réinvestissement massif des quartiers. Et quand je dis un réinvestissement massif, c'est financièrement, mais pas seulement. C'est aussi politiquement. Voilà, quand la moindre ville moyenne a vu arriver des projets à 30-40 millions qu'ils n'avaient jamais vus, bah, d'un seul coup, c'est plus l'obscur 8e adjoint qui s'en occupe, mais c'est le maire ou le premier adjoint. Voilà, donc ça c'est, je crois, un premier rappel qui me semble extrêmement important. Maintenant, si on regarde le bilan, alors je crois que c'était bien d'entendre Franck Boutet juste avant, hein, nous rappeler que moi je ne pense pas que ce soit très important de faire un bilan aujourd'hui au regard des questions qui ont été des questions centrales pendant 20 ans, la mixité sociale notamment. D'ailleurs, je remarque, hein, je crois que c'est pas la première fois que je vais à un événement en rue depuis 20 ans, c'est la première fois, là, ça fait quoi, 2-3 heures qu'on est là, mixité sociale, ça a dû être prononcé 2 fois.
Traditionnellement, c'est mixité sociale, mixité sociale, mixité sociale, mixité sociale. Ce sera cet après-midi. Ouais, ce sera cet après-midi. On ne va pas anticiper là-dessus. Et puis, de toute façon, je crois que, comme on disait il y a 2 ans, la question, elle est vite répondue, ça ne marche pas. Et est-ce que, finalement, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un enjeu ? Moi, je ne le pense pas, et je le dis d'entrée pour mes camarades qui sont à la table mixité. La mixité, les enjeux de mixité, c'est à l'école, à l'école, à l'école, à l'école, et pas dans l'habitat. Bon, point. Mais bon, j'ai cru comprendre que ce n'était pas la priorité actuellement. Donc, si on reprend maintenant le bilan sur le plan du cadre de vie, est-ce que la situation s'est améliorée ? Alors, 2 choses. Bon, il y a eu la présentation du sondage tout à l'heure qui nous dit finalement les habitants trouvent que oui. Moi, je trouve quand même beaucoup de précautions sur l'analyse d'un sondage comme celui-là, notamment pour les comparaisons, parce qu'on nous compare la France entière et des quartiers, et c'est pas les mêmes populations. Il aurait fallu regarder la vie des couches populaires dans les France entières et dans les quartiers pour pouvoir voir si les analyses qu'on nous fait nous parlent des quartiers, s'il y a une variable territoriale, ou si c'est fondamentalement des regards qui renvoient à des questions sociales. Et moi, je pense que c'est la deuxième option. Mais bon. Les travaux dont on dispose, et qui sont quand même très nombreux, qui sont à caractère monographique sur les quartiers, etc., nous montrent des choses très contrastées. D'abord, dans le rapport à la temporalité. Parce que, d'abord, ça fait 20 ans, et il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions fortes. Je veux dire, le NPNRU n'est pas le PNRU. D'un point de vue législatif, il y a eu des évolutions, mais pas seulement. Mais je pense que, alors je suis désolé, je vais dire une chose, je voudrais pas que ce soit entendu comme une critique de Jean-Louis Borloo, parce que ce serait comme critiquer Mahomet à la Mecque, critiquer et quoi. Ce serait dangereux pour. Mais quand même, Jean-Louis Borloo, on l'a beaucoup entendu en 2016, 17, etc. Sur le mode, ouais, c'est arrêté, il n'y a plus de grue. Voilà, tout s'est arrêté. Bon, la raison était qu'il n'y avait pas d'argent pour relancer le NPNRU, il n'y avait pas encore d'argent dans les caisses. Moi, je veux dire, tant mieux, c'était super, ça a été ce qui est arrivé de mieux en 20 ans de rénovation urbaine, qu'il y a eu quelques années pendant lesquelles il n'y avait pas d'argent. Et ce qui a permis de faire quoi ? De sortir de ce qui, à mon avis, a été une des raisons du succès et des limites de PNRU, c'est-à-dire que en 2003 à 2005, 2006, c'était la course au guichet. Il fallait aller vite, aller vite, aller vite. Des urbanistes, pas vous, mais des urbanistes qui allaient voir les maires, qui leur disaient « Vous inquiétez pas, en 6 mois, je vous fais un projet, je vous garantis, premier passage en RTP, vous avez votre truc. » Et on faisait des projets à la chaîne, de merde, souvent, pas tous, heureusement, et ça passait. Et des projets standardisés partout, de la voirie traversante, du grillage, et c'est bon, voilà. Là, il y a eu 2 ans pendant lesquels l'ANRU, alors les élus, les urbanistes, les HLM n'étaient pas contents, parce que l'ANRU leur disait « Non, là, il va falloir faire plus d'études, et puis il va falloir regarder dans telle perspective, et puis il faudrait prendre en compte telle dimension, etc. » Personne n'était content. Sauf qu'au final, moi je trouve quand même globalement, ça n'a pas été la révolution. Il y a le NPNRU, c'est quand même la continuité. Il y a un certain nombre de limites du PNRU se retrouvent, mais globalement quand même les projets sont de meilleure qualité. Première chose. Deuxième chose, c'est que là où c'est très dur, je trouve, de faire un jugement, c'est que quand bien même il y a une doctrine urbanistique qui s'est déployée dans le cadre de la rénovation urbaine, sur la banalisation, ça s'est déployé quand même dans des contextes territoriaux assez différenciés. On a une représentation des grands ensembles, c'est tous les mêmes. Non, c'est pas tous les mêmes. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la qualité architecturale de la Grande Borne. Voilà. Et donc, il y a des projets qui se sont déployés parfois de façon un peu identique sur des contextes très différenciés, et des projets ensuite qui étaient d'une inégale qualité. Dans la profession, voilà, vous savez mieux que moi. De quoi il retourne. Là où, moi, il me semble que, je vais arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter, là où moi, d'un point de vue du cadre de vie quand même, et non pas mixité ou développement durable, qui était le second objectif de la loi, ce qui me semble aussi devoir être questionné aujourd'hui, et c'est votre intervention qui m'y a fait penser, c'est la question de la prévention situationnelle. La question de la prévention de la délinquance par l'aménagement urbain, qui a monté en puissance dans la conception des projets de rénovation urbaine, qui a fait la preuve l'été dernier de ses limites et de l'échec. C'est pas simplement en mettant de la voirie transversante, des grillages et en enfouissant les poubelles qu'on empêche ni les émeutes ni la délinquance. Mais quand même, moi j'attire votre attention là-dessus, est-ce que c'est l'intégration de doctrines qui vise à faciliter l'intervention policière, à réduire les troubles, est-ce que ça produit l'amélioration du cadre de vie et des villes vivables ? Quand on voit un certain nombre de quartiers, notamment du premier PNRU, quand on voit comment tous les cheminements sauvages ont été réinvestis en détruisant
des grillages, des chemins qui ont été pensés en toute rationalité par des urbanistes. Voilà, ça amène à s'interroger. Et puis, deuxième chose, vous avez dit la ville des enfants, mais il faut voir à quel point les grands ensembles, et on nous a remonté la grande borne, mais il y en a bien d'autres, c'était la ville des enfants. Les grands ensembles, parce qu'ils avaient rejeté la voiture à l'extérieur, c'était les quartiers où on pouvait laisser jouer les enfants en les surveillant depuis chez soi. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que s'il y a un échec du point de vue du cadre de vie global dans les opérations de rénovation urbaine, c'est là-dessus. C'est que c'est vraiment plus compliqué aujourd'hui de laisser jouer les enfants, si ce n'est dans des espaces complètement cloisonnés, des petits parcs spécialisés. Voilà, et je n'irai pas plus loin. Merci. Vous avez parlé de la banalisation urbaine, qui est effectivement une thématique qui revient souvent quand on aborde la question du bilan. Ça va souvent aussi avec une autre critique qui est faite sur les démolitions. Il y avait encore un collectif hier qui a été reçu à l'ANRU sur le sujet. Je vais prendre tout de suite une question qui a été posée. Luc, élu municipal, qui pose la question de comment rénover les QPV sans détruire l'existant. Ça revient un petit peu aussi à cette question. En fait, M. Boutet disait tout à l'heure que 80% des bâtiments de demain sont déjà là, donc ça pose la question de comment on rénove, est-ce qu'on démolit, est-ce qu'on refait, comment on le fait. Et puis Myriam Urbanis qui pose la question de comment on évolue vers plus de sobriété en favorisant des politiques de réhabilitation adaptative, plus ambitieuse. C'est un petit peu cette question. Finalement, il y a eu un gros prisme démolition, c'était le fameux tabou dont on a beaucoup parlé, avec peut-être trop de démolition, pas trop de démolition, il fallait s'adapter au patrimoine qui était sur le territoire. Comment on peut faire, voilà, comment on rénove aujourd'hui et comment on fait, où est-ce qu'on met cette balance entre il faut démolir, parce que peut-être qu'il y a du patrimoine qui est irrattrapable, et puis il faut construire, réhabiliter. Je ne sais pas qui veut répondre, Magali Folfheim peut-être? Oui, merci. Enfin, je trouve que cette question, forcément, en tant qu'architecte, elle interpelle. Et je vais faire une réponse qui va aussi, aussi vous répondre. Les recettes, de manière générale, c'est jamais une solution. Et effectivement, si on pense que la prévention situationnelle, c'est des grilles et faire passer les voitures de police, c'est une recette qui, effectivement, ne comprend pas ce que c'est que le sujet de la prévention situationnelle. Et il est vrai qu'un certain nombre de mes confrères n'ont pas forcément eu la chance et l'opportunité de pouvoir approfondir cette question. Du coup, la démolition, c'est pareil. Faut-il démolir ou pas démolir? Ce que je disais en introduction, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie du projet. Quand on est sur des maisons encore chauffées au charbon dans la cité du 12-14 ou sur des bars en R+15 qui font 400 mètres de long, ou la muraille de Chine à Clermont-Ferrand qui était dans une situation géographique extrêmement singulière. Donc, grand débat. Fallait-il ou non démolir cette muraille? À un moment donné, on avait privatisé la vue vers la chaîne des puits. Aujourd'hui, le fait d'avoir démoli cette très grande barre de 500 logements, tout d'un coup, ça permet à la métropole de se doter d'un nouveau haut lieu métropolitain. Donc, à un moment donné, c'est la question du bien public, du bien privé, qui se greffe à la question carbone. Et la question carbone, c'est la question du bilan carbone, effectivement. Donc, je crois que tu en reparleras tout à l'heure. Mais c'est vrai que tous les patrimoines n'ont pas la même qualité. Je parlais d'un exemple qui n'est pas dans un ANRU, mais enfin du patrimoine, on en a partout. On était sur les bords de la 4 à Charenton. Il y a un tripode qui est soumis à une pression acoustique un peu limite. Donc, l'enjeu, c'est quand même vaguement d'essayer de protéger les habitants. La structure du bâtiment est dans l'incapacité d'accueillir finalement des extensions pour faire la protection acoustique nécessaire, surtout en période d'adaptation, puisque l'enjeu c'est de pouvoir se protéger fenêtre ouverte. Donc la question de l'espace tampon, etc., elle est fondamentale. Quand on ne peut pas faire ça, quand on ne peut pas garantir le minimum syndical, on peut quand même se poser la question de la démolition. Donc on ne peut pas faire l'économie du projet, donc on ne peut pas dire il ne faut pas démolir ou il faut démolir. Je pense qu'il faut vraiment sortir de ce débat-là, comme de tous les autres débats sur les recettes. Merci beaucoup. Nicolas Binet, Magali Folfheim, vous faisiez le passage de relais. Alors, la démolition, c'est un sujet passionnant et un sujet de feuilleton formidable. Je crois que personne n'y plonge avec délice parce que c'est une grande complexité pour tout le monde, sur le plan social, comment on reloge les gens, où est-ce qu'on reconstruit, et sur le plan technique et sur le plan financier. Bon, je crois, pour repartir sur ce que Magali Folfheim évoquait sur le bilan carbone,
et qui me paraît être parfois un peu étriqué sur une photographie T0 où on compare une démolition et une reconstruction et avec une réhabilitation. Si on faisait vraiment le bilan sur la vie du bâtiment, sur la vie d'un patrimoine, et si on cumulait le bilan carbone des 2 ou 3 réhabilitations qui n'ont servi à rien, chacune d'entre elles devant recréer une valeur résidentielle pour les 20 ans à venir, et au bout de 5-10 ans, il a fallu recommencer. Si on regardait des réhabilitations effectivement qui conduisent un peu le nez dans le mur à des démolitions dans 10 ans ou dans 15 ans, peut-être les appréciations seraient un peu plus nuancées entre la dénonciation de la démolition et l'adoption d'autres pistes. On a, Magali Wolwein insistait, une très grande diversité de qualités urbaines, une très grande diversité de qualités techniques, une grande diversité de capacités, je dirais, de développement immobilier sur les sites et qui, à mon sens, d'opérateurs interdisent de poser des dogmes et des doctrines a priori sur cette question de démolir ou pas démolir, mais je crois que ça ne peut pas être présenté comme un tabou absolu. Et j'insisterai aussi sur un dernier point, vous direz c'est peut-être un retour par le petit bout de la lorgnette, la démolition par l'obligation de reconstruire pour les situations où le 1 pour 1 s'imposait, de fait, la démolition, c'est aussi une obligation de trouver des lieux où on reconstruit et de modifier un tantinet la géographie du locatif social dans les villes et les agglomérations. Je pense que c'est une tâche extrêmement difficile. En ce qui concerne mon expérience, cette reconstitution de l'offre a été extrêmement positive. De mémoire, à Marseille, dans le premier PNRU, on a démoli 2700 logements, reconstruit 3300. Et ces reconstructions, c'était une bonne centaine d'opérations de 30 logements moyens, alors que les démolitions, c'était en général quelques valises et quelques tours de 100 ou 200 logements. Donc il y a un certain travail de diffusion de l'offre et beaucoup de nos villes, beaucoup de nos agglomérations ont besoin de cette meilleure répartition de l'offre. Encore une fois, la démolition a été un aiguillon pour ce travail de reconstitution plus diffuse. Et par là même, encore, je reviens sur quelque chose qui est sujet à débat, une réouverture d'itinéraires résidentiels pour certains. Merci. Avec aussi une question qui se pose, c'est qu'on a souvent l'idée de la démolition, un peu avec les images qu'on a tous vues de ces tours qui s'effondraient, symbolisées par les grands ensembles, alors que l'ANRU, ça n'est pas que les grands ensembles. Je crois que c'est 43% seulement du parc démoli. Vous, typiquement, dans le Nord, Valérie Létard, vous êtes plutôt sur le corridor minier, donc c'est plutôt un habitat horizontal, des petites maisons, et donc pas du tout les mêmes problématiques. Diffus, vraiment les cités minières et ouvrières, un habitat ancien dégradé, une partie qui a une valeur patrimoniale forte et sur lequel évidemment on est aussi enserré par le label patrimoine UNESCO, qui peut être, qui est un atout formidable, mais qui est une exigence extrêmement importante lorsqu'on regarde aussi l'adéquation avec toutes les qualités environnementales qu'on attend, enfin les exigences en tout cas d'un habitat qui prend en compte tous les éléments dont on nous a parlé remarquablement depuis le début de cette matinée. On a des équations qui sont complexes, difficiles. Pour une grande partie évidemment de ce patrimoine, on a veillé à ce qu'il soit maintenu. Pour une autre, il a fallu, dans certains endroits, lorsqu'on avait affaire à des logements anciens dégradés trop complexes ou qui n'avaient pas vocation à être repris, de les démolir. De la même façon, on parle démolition, faut-il démolir, faut-il ne pas démolir. Typiquement, dans le Valenciennois, il y avait une partie du patrimoine qui n'avait vraiment non seulement pas de qualité architecturale, on avait beaucoup de cités de transit aussi,
un habitat de très mauvaise qualité, réhabiliter un habitat qui avait été fait quelquefois après-guerre, dans l'urgence, dans des conditions, sur des quartiers enclavés, qu'il a d'abord fallu raccorder au reste de la ville, et ça a été les premières ambitions qui avaient été atteintes. Arrivée du tramway dans des quartiers qui étaient totalement enclavés, de l'autre côté d'entrée de ville, enfin, tout ce travail a été fait, mais vraiment, démolition, reconstitution de l'offre, en tout cas c'est ce qu'on avait fait nous dans le Valenciennois. Chaque logement démoli a été reconstruit, 77% hors site. Donc on a véritablement aussi pu réfléchir à une échelle qui dépassait celle du quartier et de la ville, mais qui était vraiment à l'échelle intercommunale avec un vrai partage avec l'ensemble des communes, à une réflexion qui permettait de revenir à une offre aussi de typologie de logement, de nature de logement, qui allait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permettait d'accueillir aussi peut-être une mixité plus forte. Des études de peuplement qui ont été souvent menées en amont. On a essayé en fait d'avoir un travail très fort, très en amont, pour essayer justement de repenser ces quartiers, sans s'interdire, comme vous le disiez. Évidemment, on ne démolit pas pour démolir. Évidemment, quand on l'a fait, c'est parce qu'on n'avait pas d'autre choix que de le faire pour des raisons, encore une fois, qui tenaient à la nature spécifique de notre territoire, qui est quand même un bâti très, très particulier, très ancien, très dégradé. Et puis, tout simplement aussi revenir sur le fait que sur l'aménagement, sur la qualité des espaces publics, sur la façon de les traiter, tout ce que vous avez développé les uns et les autres, évidemment que c'est consubstantiel et qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui de s'engager dans une réflexion où tous ces aspects-là ne sont pas au cœur des préoccupations. Et le temps où on ne s'occupait que de l'habitat, c'est terminé. Et maintenant, il va falloir encore d'ailleurs enclencher autre chose. Après avoir entendu notre prédécesseur, on sait que maintenant, il va falloir s'atteler encore à un autre sujet. Merci. René Hubstein, sur cette question démolition, peuplement. Oui, il me semble que alors, là aussi, c'est important, c'est bien. Après 20 ans, on a un peu de perspective. Et là encore, les choses, me semble-t-il, ont changé. Après une première période au cours de laquelle il y avait une vraie doctrine de la démolition, tout le monde, tout plein d'élus, en tout cas ceux qui ont déjà plusieurs mandats, voire beaucoup trop de mandats là maintenant, ceux qui ont connu 2003-2004, ont tous le souvenir d'avoir vu Jean-Louis Borloo leur disant « Soyez plus ambitieux », ce qui voulait dire aussi « Démolissez plus ». Et l'ANRU, dans ses règlements, notamment règlements financiers, était incité très fortement, le 1% logement, incité très fortement à la démolition. Je pense que les choses ont un peu changé, au niveau national. Au niveau local, pas toujours, parce qu'il y a aussi des habitudes, des mauvaises habitudes qui ont été pensées et des modes de réflexion standards. On a su faire notre PNRU1 comme ça, la démol, on y va, on continue. Mais malgré tout, il me semble qu'on est beaucoup moins dans ce mouvement, et tant mieux, parce que moi, je ne suis pas opposé, il n'y a pas de position doctrinaire. Il y a des cas dans lesquels il y a des démolitions, des bâtiments qui sont obsolètes techniquement, mal conçus, ça s'impose, il n'y a pas de doute. Mais malgré tout, quand même, globalement, souvenons-nous que les démolitions, c'est au regard, là encore, des enjeux de demain climatiques. Le bilan carbone des opérations de démolition du PNRU1, ça vaut le bilan carbone de la Coupe du Monde à Dubaï, quoi. C'est un cauchemar climatique, un cauchemar pour le CO2. Et puis, d'un point de vue social, on ne sait plus construire du logement social avec des coûts de sortie qui sont accessibles pour les couches populaires. On ne sait plus. On ne sait plus. Et on a démoli une partie d'un parc qu'on ne peut plus construire. On ne sait plus faire ça. Et si on rajoute à ça 0 DALO dans les QPV, mais où est-ce que vont loger les pauvres demain ? L'étude de France Stratégie qui a été dévoilée hier, qui fait le bilan un petit peu de l'ANRU, montrait que dans les quartiers où il y avait eu le plus de démolitions, c'était aussi les quartiers où la part de pauvreté s'était abaissée. Alors ça rejoint peut-être ce que vous dites, mais ils ont été relogés, et c'est ce que vous expliquez aussi sur les politiques mises en place. Il nous reste 1 minute 50 très précisément avant de finir cette séquence. Si vous aviez des questions, il faudra attendre la deuxième repasse. Peut-être juste en un mot. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'enseignements, des limites, des critiques, des choses qu'il faudrait revoir. Il y a peut-être un ANRU 3 demain qui se prépare. En tout cas, 3 personnes ont été missionnées pour travailler à ce renouvellement urbain. Quels sont, selon vous,
les points qui doivent être mis en avant, ou en tout cas les limites. Je sais, Valérie Létard, par exemple, que Renaud Hupstein disait tout à l'heure que finalement, quand il n'y avait pas eu d'argent, ça avait été très bien pour le renouvellement urbain. Vous, c'est quand même la crainte que vous faites, je mets les limites, hein, c'est la crainte que vous faites sur un prochain programme. Il faut, si le programme se poursuit, qu'il y ait les moyens qui aillent avec. Mais je pense que, enfin, évidemment, il ne faut pas que ce soit des moyens qui fassent que personne ne réfléchisse et agisse en dépit du bon sens. On en a bien conscience et je pense qu'aujourd'hui, l'argent public est tellement rare, les moyens sont tellement rares qu'il y a longtemps que tout le monde a oublié de dépenser pour dépenser et que chacun essaye d'optimiser sa capacité à faire et de se projeter. Avec un cadre, encore une fois, qui nous a été proposé, qui est clair, c'est que demain, il faudra effectivement des moyens nouveaux. Il va falloir d'autant plus de moyens que l'exigence qualitative qui a été mise en avant, qu'on soit d'ailleurs dans la rénovation ou dans l'imagination véritablement de l'habitat de demain, qui prend en compte tous ces enjeux qui viennent de nous être déclinés brillamment. Il faudra effectivement nous dire comment on va à terme pouvoir comprendre les moyens qui seront donnés à l'ANRU pour continuer durablement. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fini ce PNRU1 qui va encore durer quelques années dans sa mise en œuvre, mais malgré tout, on sait qu'on est dans le temps long, ça a été dit, et pour s'inscrire dans le temps long, les collectivités, elles ont besoin d'être sécurisées et rassurées sur ce qui va se passer. L'ensemble des acteurs, donc ça c'est essentiel, de la même manière que le programme national de rénovation urbaine, enfin les ambitions de la rénovation urbaine, elles doivent s'inscrire aussi dans un cadre plus général. Et il y a deux sujets qui forcément peuvent préoccuper. On voit bien la crise du logement, on voit où on en est, les parcours résidentiels, qu'est-ce qui se passe autour des quartiers de rénovation urbaine, comment effectivement une politique nationale du logement va se décliner demain, parce que l'ANRU, avec des moyens concentrés et une politique du logement dont on ne voit pas bien effectivement comment elle va se dégripper aujourd'hui, pour moi, une politique nationale du logement, ça doit être une priorité, ça doit être une grande cause nationale qui fera que l'ANRU fonctionnera, que les parcours résidentiels fonctionneront. Comment on rêve à de la mixité quand tout le parcours est bloqué? Comment tout ça peut fonctionner? Donc oui, il faut des moyens pour l'ANRU, c'est une évidence. Comment? Qui se met autour de la table pour accompagner Action Logement? Est-ce que le gouvernement ambitionne à l'avenir de remettre les bouchées doubles? Il faudra aussi, je pense, qu'on s'attelle évidemment aussi à renforcer les outils et les moyens d'ingénierie qui seront donnés, parce que ça aussi, on l'a vu, ce qui fait la qualité du travail qui a été mené, c'est aussi des équipes de grande qualité qui sont véritablement plus que performantes et qui nous ont amené beaucoup grâce justement à ce travail qui a été mené depuis des années. Mais on est vraiment dans le temps long et dans la pluriannualité, j'y tiens, parce qu'on peut retomber encore une fois dans des choses qui soient moins consacrées dans la durée. Ne pas consacrer dans la durée, c'est ne pas permettre les ambitions. Merci. Nicolas Binet, même question pour vous. Je crois que vous avez à cœur aussi que le programme continue à veiller à des typologies de bâtis, notamment les copropriétés. Oui, je voudrais insister dans la prolongation de ce que Valérie Létard évoquait sur la continuation. Je crois qu'il y a deux grands sujets sur lesquels il faudra un effort public assez considérable et à partir des savoir-faire et méthodes développés avec le PNRU, le NPNRU, c'est la question des copropriétés et c'est la question des quartiers anciens paupérisés. Copropriété, non que l'ANRU y ait été absente, dès le premier PNRU, il y a des copropriétés, je pense à Montfermeil, mais aussi à Marseille, il y en avait d'autres, qui ont été intégrées dans le premier programme. La question est beaucoup plus étendue que ça. Et il y a toute une série de copropriétés sur lesquelles leurs structures mêmes sont incapables de prendre les décisions, de les financer, évidemment, et de les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un grand corps malade complètement totale invalidité et il faut les structurer avec un appui de maîtrise d'ouvrage externe, etc.
Cette question, on l'imagine facilement sur les modèles iconiques des copropriétés dégradées, mais d'une manière beaucoup plus diffuse, beaucoup plus étendue. Il y a tout un ensemble de patrimoines qui ont 50, 60, 70 ans et qui, encore une fois, seront incapables de prendre et gérer les mesures qu'impose le changement climatique et leur évolution. Donc le sujet est immense et dépasse considérablement les efforts actuellement engagés en la matière. Et puis la question des centres anciens, bon, ça fait 40 ans qu'il y a toute une série de thérapies, des OPA, l'évolution des dispositifs sur la résorption de l'habitat insalubre. On voit bien, même dans les marchés immobiliers dynamiques, que ça ne suffit pas à requalifier toute une série d'ensembles sur lesquels les initiatives individuelles restent bien en dessous de la ligne de flottaison requise pour remettre à flot des bâtiments et des morceaux de ville. Là encore, et fort de l'expérience des PNRU grands ensembles, je dirais, il faudra intensifier les efforts. Donc, et puis, dernier point, tout le travail sur les quartiers HLM, il est loin d'être terminé. Et nous avons, comme on le dit depuis ce matin, 20 ans de plus, c'est-à-dire des sites qui n'apparaissaient pas dans les radars en 2004. Évidemment, des questions se posent à nouveau aujourd'hui. Merci beaucoup. Magali Faghvan, je vous accorde 1 minute 30 parce qu'on va vraiment être en retard sur la suite. Vous, je crois que vous vouliez... Vous aussi, je vous donnerai 1 minute 30 après, préparez-vous. L'idée peut-être que vous mettiez en avant quand on a discuté de cette question, c'était que finalement les quartiers en rue soient des démonstrateurs, qu'on ne soit plus uniquement des quartiers délaissés qu'on traite, mais que ce soit aussi des quartiers qui montrent l'exemple et qui montrent ce que devraient être les quartiers demain, la ville de demain. Oui, absolument. C'est un peu le propos que j'ai développé tout à l'heure. Finalement, j'ai interverti les questions. Mais effectivement, si on pense à l'avenir à l'ANRU 3, donc c'est ce que j'ai dit, merci de le rappeler, je pense qu'effectivement, on est démonstrateur sur comment on pense la ville de demain et comment on pense la ville de demain avec un E ou avec un A. Je viens de... C'est une idée qu'on m'a soufflée, mais qui est vraiment tout à fait juste. Prendre soin, c'est important, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il n'y a plus assez d'argent. Du coup, je crois qu'il y a aussi un enjeu à articuler véritablement les politiques publiques entre elles. Sortir de l'ANRU, faire de l'ANRU, ce n'est pas uniquement compter sur l'ANRU. Il est essentiel de travailler avec les collectivités pour articuler les projets et que, par exemple, je reprends Clermont-Saint-Jacques, il y a un grand parc métropolitain, ce n'est pas l'ANRU qui paye tout le grand parc métropolitain. Il faut faire converger les politiques publiques dans les endroits qu'on en a le plus besoin. Et après, s'il y a un sujet sur lequel il faut quand même que collectivement on soit meilleur, c'est le temps long. Ce n'est pas possible de rentrer en plan directeur et d'avoir un enfant en maternelle et qu'on finisse le plan directeur et qu'il soit au bac. Ce n'est pas possible. Il faut, à un moment donné, trouver le moyen de valider plus vite certaines choses. Merci beaucoup. René Epstein. Oui, donc quelle perspective pour un PNRU 3 ? Alors d'abord, c'est important de se poser cette question dans un contexte où, à part les gens qui sont dans cette salle, je crois que personne n'a trop envie de mettre de l'argent dans les quartiers, c'est pas le moment. Et donc, il faut remobiliser et donner aussi du sens. Et pourquoi est-ce qu'on remettrait encore de l'argent 20 ans après ? Parce que, peut-être pas pour la mixité, peut-être pas pour la banalisation, peut-être pas, mais parce que, et c'est peut-être ce que vous allez discuter dans la table ronde ensuite, parce qu'on a un enjeu massif de rénovation thermique énergétique et qu'on ne sait pas faire. Nulle part on sait faire et on ne saura jamais faire à la hauteur et à la vitesse des enjeux dans le pavillonnaire, dans les copros, parce que c'est impossible de décider d'une rénovation dans une copro. Le seul endroit où on peut y aller massivement, parce que la structure de décision est simple, un bailleur social, parce que le boulot des bailleurs, c'est de s'endetter sur 30 ans pour se rentabiliser, et c'est des investissements qui s'amortissent comme ça. Et puis parce que, en plus, c'est un habitat standardisé, qui a été construit de façon industrielle, et dans lequel on peut inventer et déployer des solutions techniques
dans une logique quasi industrielle de rénovation thermique, énergétique. Et il n'y a peut-être que comme ça qu'on arrivera à convaincre tous ceux qui s'en foutent des quartiers de pauvres et d'immigrés ou descendants d'immigrés qu'il y a un enjeu à remettre encore aujourd'hui un pognon de dingue dans ces quartiers. Merci beaucoup. Écoutez, merci pour cette transition aussi avec la table ronde qui s'annonce. Je vous invite à rejoindre la salle. Merci à vous.